Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la saison 3 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Pour les nouveaux venus, permettez-moi de me présenter. Je suis Anne-Charlotte Deponte, docteure en histoire de l'architecture, auteure publiée, dirigeante d'une agence de communication et de développement basée à Paris en France et dédiée à l'architecture. Retrouvons-nous chaque semaine pour découvrir la culture et l'actualité architecturale. Pour cela, nous interviewons des spécialistes, nous abordons des thèmes différents et nous apprenons à regarder les projets dans leur diversité et leur contexte. Pour vous offrir le meilleur, Julien Rebourg, ingénieur son, est aux commandes techniques du podcast. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Ingrid Taillandier. Bonjour Ingrid. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte DPLG et à la tête de votre agence ITAR. Vous êtes assez connu dans le milieu des architectes. Vous avez obtenu votre diplôme d'architecte en l'an 2000 et vous avez créé votre agence finalement assez vite en 2006. En plus de votre diplôme, vous avez obtenu un master de l'Université de Columbia à New York. Avant de fonder votre agence, vous avez collaboré avec des noms connus dans la sphère architecturale, Philippe Gazeau, le grand Richard Meyer et Benich & Partners. Vous enseignez depuis 2005 en école d'architecture à Paris-la-Villette en premier lieu et depuis 2011 à Versailles. Vous aimez transmettre aux étudiants le goût d'une architecture inventive et réfléchie, ce qu'on retrouve dans votre production architecturale. Au sein de votre agence, je cite, « Chaque projet est l'occasion de mettre en œuvre des choix structurels adaptés aux différents programmes, de proposer une utilisation sensible des matériaux et une intégration réfléchie au site en respectant des budgets souvent serrés. Cette réflexion sur la contextualisation, la lumière, l'espace et l'organisation fonctionnelle produit pour chaque situation une histoire singulière, notamment dans les opérations de logement collectif. » Fin de citation. Le logement collectif, justement, est votre domaine de prédilection à l'agence, car votre préoccupation est la qualité de vie des habitants. D'ailleurs, dans le cadre des dernières journées nationales de l'architecture, vous avez assuré une présentation en collaboration avec Catherine Sabat, c'est ça ? Oui, idéal. Oui. Vous travaillez sur la ville dense en lien avec le développement durable. Vous avez contribué à un questionnement sur la densité en assurant le commissariat scientifique de l'exposition L'invention de la tour européenne, présentée au pavillon de l'Arsenal en 2009. Depuis 2016, vous êtes directrice du double master franco-chinois à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles et l'université de Tongji, on le prononce ainsi, C'est ça. à Shanghai. En 2017, vous devenez chevalier des ordres des arts et des lettres. En 2017, vous recevez une mention spéciale au prix des femmes architectes. Ce 20 octobre, vous entrez à l'Académie d'architecture avec l'éloge de Pierre Parra de l'agence Andro et Parra, dont vous admirez les œuvres. Alors, commençons par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Je suis d'une famille d'artistes et d'entrepreneurs. Donc mon père était sculpteur, mon grand-père était entrepreneur. Il a construit pendant 30 ans des barrages et des routes au Maroc. Donc, Vous étiez déjà imprégné de l'acte de construire? Oui, quelque part, même si mon grand-père est décédé avant ma naissance, mais en tout cas c'était dans l'histoire familiale. Et mon père adorait l'architecture. Et lors de des étés que je passais chez lui, on avait beaucoup d'artistes et d'architectes qui passaient. C'était une maison très ouverte. On construisait la maison à plusieurs. Les amis architectes venaient pour faire des concours d'idées en vacances. Et j'ai trouvé ça passionnant. Je me suis dit que c'était quand même des études assez intéressantes. Pour qu'on passe ses vacances à en faire des concours, c'est qu'il y avait une passion derrière forte. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup influencée pour ce choix. Maintenant, dans les années 90, à la fin de mon baccalauréat, c'était vraiment une crise immobilière majeure. Les agences fermaient. Mes parents m'ont conseillé
de faire plutôt une prépa commerce. Et c'est un peu au forcing que j'ai réussi à étudier l'architecture en m'échappant aux États-Unis, en étant jeune fille au pair. Contre le gré de vos parents ? Non, je suis partie mais j'ai fait mes études d'architecture là-bas, ma première année, en me débrouillant, en étant auditrice libre. Et aussi en traduisant des articles en français ou en anglais pour payer mes études quelque part, ou que les enseignants m'autorisent à participer à leurs cours. Et vous étiez déjà fluente ? Non, mais je parlais plutôt bien. En tout cas, traduire un article d'histoire de l'art de l'anglais au français était plutôt facile. Ouais. Et puis je suis revenue en France où j'ai commencé mes études, et c'est vrai que je n'avais qu'un but, c'était de revenir aux États-Unis pour cette fois décrocher un diplôme. Et donc c'est ce qui s'est passé avec la Columbia et le master que j'ai fait pendant 1 an et demi. Donc la Columbia, c'est retour aux États-Unis. Voilà, après 5 ans d'études à Paris. À Paris, Belleville. Belleville. Donc un enseignement assez fort. Oui, très Uno. Oui. Mais moi, je piochais un peu aussi chez tous ces architectes qui s'intéressaient au contexte, à la réhabilitation. Donc, c'est aussi pour ça qu'une partie de l'agence fait de la réhabilitation aujourd'hui. C'est que j'aime vraiment l'histoire et la capacité à métamorphoser des lieux. Et ça, une branche des enseignants de Belleville nous l'a vraiment transmise. Je pense en particulier à Marie-Jeanne Dumont, qui nous enseignait le goût du relevé de l'existant. Ça vous a beaucoup changé, vos études, ce retour aux États-Unis par rapport à Belleville ? Oui, c'était totalement différent. On était sur une période où Bernard Tchoumi était le directeur de l'école, et on avait presque tous les enseignements qui étaient paperless studio, donc on était sur ordinateur, ce que je n'avais jamais utilisé avant à Belleville. Donc c'était un vrai choc, un choc culturel. Et quelque part, je me suis raccrochée à ce que je maîtrisais le mieux, et je me suis beaucoup investie dans les cours d'histoire de Kenneth Frampton, de John Ockman en théorie de l'architecture, qui est une enseignante extraordinaire. Et ça m'a aidée à passer le cap. Mais j'ai vraiment, à ce moment-là, failli basculer dans la recherche plutôt historique et faire une thèse avec Jean-Louis Cohen que j'avais rencontré là-bas à New York, plutôt que de pratiquer l'architecture. Et puis au retour en France, je me suis dit qu'il fallait absolument que je retourne au dessin, au chantier. Et donc j'ai rejoint l'équipe de Philippe Gazeau, pour qui j'avais déjà travaillé auparavant pendant mes études. Donc aujourd'hui, vous avez un certain nombre de références architecturales construites. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi à ce stade de l'interview est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Alors, je pense qu'à la sortie de l'école, j'avais des rêves qui n'étaient pas forcément celui-là. Je voulais m'investir dans l'architecture de l'urgence. Je voulais, en effet, faire du logement social. C'était vraiment quelque chose qu'Edith Girard, mon enseignante à Belleville, m'avait transmis. Mais je pensais pas forcément... Et puis, il y avait l'histoire qui était aussi mon dada. C'était pas forcément l'idée que j'avais de mon avenir, d'avoir mon agence à moi. Je pensais que c'était un peu insurmontable. D'autant plus qu'en étant une femme... J'allais y venir. Ouais, je pensais que c'était un peu difficile. Mais en fait, c'est des histoires personnelles qui créent les événements. Mon père est décédé et je me suis dit que je voulais être comme lui, indépendante, libre. Il l'était vraiment en tant que sculpteur, et voilà. Son grand départ a été comme un défi pour vous ? Oui, exactement. Ouais. Et je me suis dit qu'il fallait que je monte mon agence. Ouais. Et alors, comment on monte son agence ? Parce qu'en général, c'est un projet qui déclenche. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais chez Philippe Gazeau, j'avais 2-3 projets que je faisais le soir, le week-end, d'aménagement d'appartements. Donc, ça a démarré par des petits appartements. Puis, comme j'adore le chantier, je me suis vraiment intéressée à ça. Les entreprises, qui faisaient les petits chantiers d'appartements ont commencé à me donner du travail de plus grande ampleur.
Et j'ai fini par avoir des propositions pour faire une maison, une extension de maison. Donc ça devenait vraiment des projets qui étaient difficiles de faire le week-end et le soir. Et donc ça tombait bien, il y avait un peu moins de travail chez Philippe Gazeau. Et donc je suis partie voler de mes propres ailes. Bon. Mais il m'a quand même beaucoup aidée puisqu'il m'a confié des concours à faire en tant qu'indépendante. Donc j'ai gardé un pied dans l'agence pendant 3 ans. C'est pour ça que j'ai monté mon agence Très doucement. voilà, Ouais. en 2006, Mhm. 3 ans après avoir quitté Philippe Gazeau. D'accord. Et alors, on parlait de Richard Meyer tout à l'heure. Comment vous l'avez rencontré? Alors j'ai été pistonnée par Kenneth Frampton, qui est un grand ami de Richard Meyer. J'avais très envie de travailler dans une grande agence, mais qui avait des valeurs plutôt européennes et une façon de travailler plutôt à l'européenne. Donc c'était plutôt très enrichissant. La façon de faire des concours, le poids de la maquette dans les projets, l'intérêt pour la question constructive, qui était plutôt normative. Ils avaient déjà, depuis des décennies, normé la façon dont ils voulaient construire les bâtiments, mais c'était quand même très intéressant, très enrichissant. Et puis, une équipe formidable avec qui j'ai travaillé. Maintenant, c'était vraiment la période très vieillissante de Richard Meyer. Et donc, je pense qu'on était un peu arrivé au bout de son expérimentation architecturale et c'est l'innovation qu'il avait pu apporter dans les années 80-90. Donc, vous montez votre agence. Vous commencez par des appartements, puis des maisons. Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de vos projets, justement? Oui, le premier projet, c'est ma première candidature pour du logement social auprès de Paris Habitat et j'ai été sélectionnée. C'était un petit concours. On était 4 candidats, je crois, enfin en tout cas 4 sélectionnés. Et je l'ai gagné, je l'ai appris, je venais d'accoucher, donc c'était des grands moments. C'était un beau cadeau de naissance. Un beau cadeau de naissance. Et ce petit projet, ce n'était que 7 logements, mais j'y ai mis tout mon cœur et je pense que j'ai mis les fondements de ce que je pensais sur la qualité du logement qu'on pouvait apporter, qu'un logement pouvait être une petite communauté, collectivité, qu'il fallait que les gens aient envie de se rencontrer en son sein, que c'était aussi un lieu intermédiaire entre l'espace public, la rue, et l'espace privé, le logement, et qu'il fallait qu'il y ait une petite cour, un espace éclairé où on a envie de rencontrer son voisin. Et donc, contrairement aux autres candidats, pour rentrer dans la petite histoire, je n'ai pas mis d'ascenseur, ce qui m'a permis de créer une cour ouverte. Et dans cette cour, les habitants mettent un sapin de Noël, déjeunent en été parce qu'elle est à l'ombre, donc en pleine chaleur ensemble. Et les coursives ont permis de créer des liens et permis également d'éclairer naturellement les cuisines, même pour les petits T2, qui sont du coup des appartements traversants. On sait l'intérêt du traversant aujourd'hui avec le réchauffement climatique. On peut ventiler son appartement la nuit. Et donc ce petit logement, il en a engendré d'autres. Et c'était exponentiel, 14 logements, 28 logements. Je pense que par rapport aux architectes de ma génération, j'ai peut-être été un peu moins vite, ce qu'il fallait que je gère tout de front, d'autant plus qu'en même temps que j'ai monté l'agence, j'ai été enseignante associée à la Villette, donc la même année, toujours 2006, une grande année. Et donc j'ai continué à faire tout en même temps et c'est vrai que j'y suis allée lentement. L'agence a grossi vraiment de façon exponentielle et tant mieux, parce que je pense que pour garder le lien avec les projets qu'on fait, la force conceptuelle qu'on veut y mettre et la maîtrise de ces conceptions, il faut quand même prendre son temps et ne pas grossir trop vite pour maîtriser tout ça. Oui, pour s'inscrire dans une certaine durabilité. Oui. Ouais. D'autant que les activités d'une agence d'architecture, on sait bien que c'est un peu en vague. Quand vous gagnez un projet, hop, vous repartez rassuré, que surtout quand c'est un gros projet qui, quand même, dont les honoraires sont proportionnels, ça permet de repartir sur une longue période, mais parfois il y a des creux et pas évident à gérer.
Et puis maintenant, comme vous le disiez, le fait que j'ai été commissaire de cette exposition que j'ai proposée au pavillon de l'Arsenal sur l'invention de la tour européenne, j'ai été amenée à faire quelques conférences, j'ai été invitée dans les écoles, j'ai été invitée dans certaines villes qui avaient cette question de la densité haute à gérer. Et au bout d'une dizaine d'années, on s'est dit, mais peut-être qu'elle peut construire des tours aussi, et pas seulement en parler. Et donc, c'était très, très agréable quand j'ai été invitée à concourir, en particulier à Batignolles, avec l'agence Fresh, où on a non pas gagné sur concours, mais sur intention. Et les intentions fortes du projet étaient là dès le départ et se voient aujourd'hui quand on découvre le bâtiment. Donc, Oui, d'ailleurs, on a davantage l'impression de voir des logements se déployer, en fait, qu'un volume. Et oui, c'est vraiment cette volumétrie très particulière sur une parcelle très exiguë. On a l'impression d'une origami, c'est très beau, il y a des jeux de matière, de transparence. Et c'est un travail qui s'est fait de l'intérieur des logements. Alors bien évidemment, la parcelle triangulaire a complexifié les choses, mais à partir du moment où on a trouvé le moyen de gérer ces angles aigus que la parcelle nous imposait pour les rendre habitables, et que dans le prolongement des séjours, on avait ces grands balcons de 12 mètres carrés qui pouvaient fabriquer quelque chose d'exceptionnel pour la façade, et ben on a trouvé la force du projet. Et donc, on est vraiment parti de l'intérieur. Et d'ailleurs, les habitants qu'on est retournés voir récemment pour faire des portraits nous disent que c'est une qualité architecturale, de qualité d'espace, de double orientation, de lumière exceptionnelle. Ils ont vraiment une pièce en plus, l'espace extérieur. Ils peuvent y mettre un vrai salon, ils peuvent y mettre une vraie table, ils peuvent y bricoler, ils peuvent y jardiner. Et ils m'ont tous dit, parce que beaucoup sont passés le week-end dernier, pendant les Journées nationales de l'architecture, nous rendre visite. J'ai reçu à peu près 7 familles. Ils m'ont tous dit qu'ils ont passé un confinement fantastique dans leur appartement. Donc, quelle chance d'entendre ça. Ouais. D'autant plus qu'il y avait des espaces partagés. C'était la force de ce projet-là, qu'on a, dès les intentions du projet, avant d'être lauréat, c'est ce qu'on avait inventé avec base, c'était de dire on allait offrir une kitchen club extérieure et un studio partagé. Et ça, pendant le confinement... Qui permet aux habitants de recevoir leur famille. Voilà, le studio partagé, et on peut le louer à la journée ou à la semaine. Et on peut réserver des plages horaires pour cette grande terrasse partagée avec table, plancha, évier, frigo. Donc c'est un vrai lieu de vie collective. De convivialité. Ils ont fait plusieurs fêtes de voisins qui leur a permis de tous se rencontrer. Et malgré la dimension, on est sur 120 logements, malgré cette dimension quand même assez importante de logement, visiblement, il y a une entente incroyable entre les gens au sein de cet immeuble. C'est aussi lié à la séquence d'entrée dans l'immeuble. On a un porche qui donne sur un espace vert. L'espace vert amène à un escalier qui amène à la terrasse partagée. On a différentes volumétries qui équilibrent cette densité très importante qu'on nous a demandé. On était sur un coefficient d'occupation du sol de 8 sur cette petite parcelle triangulaire. Donc, comment jouer des densités et des morphologies bâties pour faire que cette densité perçue était acceptable. Et c'est vrai que le cœur d'îlot très végétalisé a beaucoup joué. Avec une œuvre d'artiste, si mes souvenirs sont bons. C'est un très très beau projet qu'on aperçoit quand on passe en train, quand on arrive ou on repart de Saint-Lazare. Donc je recommande à tout le monde de regarder cette zone d'immeubles très contemporains. On l'aperçoit, il se détache. Dans ce projet, vous avez, je crois, dessiné pas mal de détails. Oui, j'ai beaucoup milité pour la préfabrication béton. Et le fait de pouvoir étudier très en amont les détails avec les préfabricateurs nous permettent d'assurer sur le chantier une finition parfaite. Et on est dans une vraie problématique aujourd'hui, surtout en Île-de-France, sur des malfaçons, des ouvriers non qualifiés qui travaillent dans des conditions extrêmement dures. Et c'est important de réfléchir à l'avenir de la préfabrication pour
bénéficier de cette qualité de finition possible et faire bénéficier aux habitants aux alentours de moins de nuisances, puisque les chantiers sont vraiment réduits en préfabrication. On est le premier projet à s'être terminé de cette zone-là de Batignolles, et c'est évident que la préfabrication a beaucoup joué. Je pense qu'on a gagné plus de 6 mois de chantier. Mmh. Et puis, on a cette qualité de détail, de finition qu'on a pu gérer bien avant que le chantier démarre. Pour vous, c'est un peu une synthèse de vos travaux de réflexion et de recherche sur la densité ? Oui, mais j'ai un autre projet qu'on a livré l'année dernière qui, pour moi, est aussi très important parce qu'il parle de densification. Et pour le coup, c'est un projet fait en association ou Non, un projet propre. boulevard Ney, c'est du logement social pour CDC Habitat. C'était également un concours avec 4 équipes. Et ce projet, je pense qu'on l'a gagné pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a invoqué la mémoire du lieu avec les HBM, les habitats bon marché dans cette zone-là qui était construit en briques. On a construit ce projet en double mur briques. Et exactement comme les HBM le faisaient, avec un isolant entre ces deux murs de briques. Et un projet qui a déployé à peu près, comme Batignolles, une douzaine de mètres carrés de loggia qui tournaient autour des appartements qui eux-mêmes étaient double orientés. Et cette loggia très intime, elle est protégée par des mouches arabiées en briques ajourées, a créé une autre pièce à chaque appartement, a recréé la même qualité qu'à Batignolles, c'est-à-dire comment créer une intimité au sein extérieur, ni intérieur ni extérieur vraiment, mais un entre-deux où les gens peuvent bénéficier de cet espace en plus. C'est très important, surtout dans ces logements qui sont un peu petits par rapport à leur utilisation, au nombre de personnes qui y vivent. Et puis la possibilité d'y stocker des choses, parce qu'on n'a plus de cave. Il y en a de moins en moins dans les programmes, et puis les sous-sols ne le permettent pas toujours. Et donc, le fait d'amener des filtres au sein de ces grands balcons permettent de cacher une certaine partie du stockage sans que tout le monde le voie depuis la rue. Et on travaille depuis Batignolles, depuis pas mal d'années, on travaille sur vous en avez parlé précédemment, sur cette domesticité de la façade. Comment depuis l'extérieur, depuis la rue, on peut reconnaître son appartement. On n'est pas dans des logements et des balcons identiques. On a des jeux de quinconces, des jeux de changement d'ouverture et de filtres qui font qu'on a la possibilité de repérer son appartement. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour mieux vivre ensemble, pour accepter le vivre collectif. On a d'autres dadas qui sont pas toujours évidents à faire passer, c'est d'éclairer naturellement les circulations, et les paliers communs, qu'on ait envie de rencontrer son voisin quand on prend l'ascenseur, et pas qu'on fuit en catastrophe en refermant sa porte. C'est cette idée que la lumière, elle qualifie les espaces, et la lumière naturelle permet de rendre un espace commun plus agréable. Vous travaillez exclusivement sur le logement ? Non, j'ai de plus en plus de projets qui sont de l'ordre de la mixité typologique, mixité programmatique, et donc on a quelques mètres carrés de bureaux. Par exemple, sur l'île de Nantes, on a 10 000 mètres carrés, dont 3 000 mètres carrés de bureaux. Et ce qui nous intéresse, c'est cette mixité, parce qu'en fait, la mixité programmatique et typologique, puisqu'on travaille aussi sur des petites maisons superposées comme sur Batignolles, et des émergences très hautes, du petit collectif, du grand collectif, elle crée une mixité d'usage, une mixité d'habitat. Et donc, je suis très contente d'avoir ces bureaux à faire en plus dans ce grand projet. On a travaillé sur des espaces sportifs avec des tennis à Suzanne Langlaine dans le 15e arrondissement. Mais c'est vrai qu'on est très étiqueté logement collectif, mais je serais ravie de faire d'autres équipements. Bon. Pour en revenir à l'habitat, vous parlez de petites hauteurs et de grandes hauteurs qui travaillent ensemble, en fait. Et justement, comment on travaille ces grandes différences, surtout du point de vue de l'ombre ? Alors, nous, quand on démarre
bien sûr avec les orientations du site, mais aussi avec les accroches possibles, avec le contexte, on est souvent dans des zones, quand on a de tels projets, on est souvent dans des zones très contrastées avec du pavillonnaire d'un côté, des grandes bars ou des grandes tours des années 70 de l'autre, un peu de bureaux, et comment composer avec ce qui nous entoure. Donc ça, c'est vraiment la première approche par rapport à la morphologie, c'est une approche d'intégration urbaine et de gestion de la densité que j'appelle raisonnée. Comment donner aussi l'impression qu'on n'est pas si dense que ça, parce qu'on a des très grands cœurs d'îlots, très végétalisés, qu'on a des séquences d'entrée qui font oublier les grandes hauteurs. Et donc, quand les émergences sont associées à des espaces verts, végétalisés, accessibles à tous, elles sont très souvent très acceptées, en fait. C'est vraiment une question de gestion des pleins et des vides et de cette sensation que la densité perçue n'est pas si importante que ça, malgré le fait qu'on ait réussi à implanter des émergences hautes. Pour vous, l'immeuble de grande hauteur, c'est une réponse ? C'est une réponse occasionnelle. C'est une réponse dans certains quartiers de Paris, quand la ville de Paris a voulu rehausser les hauteurs. Elle l'a fait de façon assez consciente en périphérie, comme un lien possible avec la banlieue, un lien vertical qui parlait à la fois à Paris et à la banlieue. C'est aussi des zones où on avait la nécessité de créer des nouveaux équipements, puisque c'était des espaces, des anciens espaces ferroviaires, où les équipements, les écoles n'existaient pas. Donc il fallait bien un moment, et les parcs n'existaient pas, il fallait bien un moment pour construire tous ces équipements, ces espaces communs, ces infrastructures nécessaires à la ville et à la vie d'une ville dense, d'une métropole. Il fallait bien commencer à construire dense et en hauteur. Et ça, j'ai trouvé que les implantations étaient très réfléchies et fonctionnent vraiment. Donc on est à Batignolles avec ce grand parc Martin Luther King qui permet de créer des poches vides pour monter en densité. Chapelle Internationale, Bercy, Brunzeau sont des lieux très bien desservis par les transports en commun et avec des espaces verts et des espaces libres pour tous qui compensent cette haute densité. Donc oui, dans certaines métropoles bien desservies, ça a du sens. En banlieue, comme on l'a fait dans les années 70, sans transport en commun et sans équipement, ça n'a aucun sens. De toute façon, les retours sur Batignolles sont extrêmement positifs. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'entends autour de moi, c'est toujours très positif. Donc... Oui, avec l'agence Fresh avec qui on a conçu ce projet, on en est très fiers, on est très sollicités. Et les écoles nous demandent aussi d'analyser le bâtiment, d'analyser les espaces partagés, nous posent des questions. On voit que quand les étudiants s'intéressent à nos bâtiments, c'est quand même une grande fierté parce que ça veut dire qu'ils peuvent devenir des modèles. Comment est composée votre équipe ? J'ai une quinzaine de personnes autour de moi et c'est vrai que l'agence a pris de l'ampleur ces dernières années parce que j'ai eu la chance d'être sélectionnée sur des plus gros projets. Et comme vous le disiez, plus on a de projets, plus on peut développer ou avoir des architectes qui peuvent travailler à côté sur des thèmes et non pas uniquement focaliser sur les projets de l'agence. Donc j'ai quelqu'un qui travaille sur les valeurs de ce qu'on veut produire, sur la densité, sur les espaces collectifs et les espaces participatifs. J'ai quelqu'un qui maintenant travaille sur les maquettes et trouver du sens dans la conception à travailler en maquette. Et donc tout ça, c'est arrivé récemment et c'est fantastique parce que ça nourrit l'agence, ça nous permet de souffler un peu et de ne pas être uniquement focalisé sur nos projets. Alors, le sujet de la femme architecte, c'est... La femme architecte n'existait pour ainsi dire pas hier, c'est encore très très récent.
Aujourd'hui, il y a un prix de la femme architecte. Et Catherine Guyot, qui le mène, dit d'ailleurs, elle est intervenue dans Comme d'Archi, elle-même qu'elle sera ravie le jour où le prix s'arrête parce que ça veut dire qu'on n'en a plus besoin. Il y a d'autres prix d'ailleurs qui se sont créés. Vous avez démarré à un moment où il y avait quand même une prégnance des hommes dans ce milieu de la construction et de l'architecture. Vous avez trouvé ça donc si difficile que ça ? En fait, j'ai eu la chance surtout de bénéficier de cette capacité des bailleurs sociaux de faire confiance aux jeunes architectes. Avant tout, j'ai peur que cette capacité à lancer les jeunes agences aujourd'hui ait beaucoup diminué du fait que les bailleurs sociaux construisent en VFA et donc achètent à des promoteurs leurs bâtiments et font de moins en moins de maîtrise d'ouvrage directe. Donc ça, cette première chose, j'en ai bénéficié. Je ne sais pas si être une femme a été plus dur ou pas pour me lancer. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que mon caractère un peu trempé a beaucoup aidé. Mmh. Je lâche pas grand-chose. Mais avec votre voix douce, vous lâchez rien. Mais non, c'est pas que je lâche rien, c'est que je suis très très à l'écoute de ce qu'on me dit. Oui. Je pèse le pour et le contre. J'arrive à faire des compromis qui vont pas mettre en danger le projet lui-même et la conception et la force et la qualité du projet. Donc non, je pense qu'on est d'ailleurs une génération très à l'écoute, beaucoup plus à l'écoute que nos aînés qui avaient un certain ego. Mais je fais aussi, comme je suis enseignante, je pense que j'arrive aussi à faire preuve de beaucoup de pédagogie. J'explique pourquoi je lâche pas. J'explique pourquoi c'est si important. J'essaye de convaincre. Et c'est évident que ce contact humain, il aide beaucoup. Maintenant, être une femme, non, c'est pas si évident. Je pense que j'ai beaucoup moins construit que vos confrères. Que mes confrères. En ayant démarré en même temps, je pense que on mène tout de front. Oui, et la vie de famille. Je suis invitée, c'est assez paradoxal. Je suis invitée un peu partout en Europe, même en Chine, à faire des conférences. Je suis pratiquement pas invitée en France à le faire. Et voilà, on sait que les institutions françaises ne jouent pas le jeu. Elles invitent beaucoup d'hommes à parler de leurs projets. Quand je suis invitée, c'est pour parler de ma situation de femme architecte. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de mes projets. C'est pour ça que je vous disais que pour moi, c'était vraiment la matière qui comptait. Ensuite, maintenant, j'étais très choquée par la photo des jeunes albums de l'architecture que j'ai découvert la semaine dernière lors de l'exposition à la Cité de l'Architecture. On a 27 architectes qui, au sein d'une quinzaine d'équipes, ont été promus aux albums de la jeune architecture. On n'a que 2 femmes. Oui, aujourd'hui, c'est incompréhensible. On a presque 65% d'étudiantes en école d'architecture. Que deviennent-elles derrière ? Et je pense qu'il y a un vrai problème de modèle. Et c'est pour ça que je m'autorise à prendre la parole, non pas pour défendre ma situation propre ou être dans le militantisme féministe, mais je pense que ces étudiantes, ces jeunes femmes architectes, si elles n'ont pas de modèle, et ça commence dès l'école, en études d'architecture, il y a moins de 20%, je crois, de femmes enseignant le projet, si elles n'ont pas de modèle. Si elles se rendent compte qu'il n'y a pas de prix décerné aux femmes en tant qu'architecte et non pas en tant que femme, c'est pour ça que le prix des femmes architectes me dérange aussi, c'est que j'aimerais qu'on soit juste beaucoup plus représentés dans tous les prix qui existent en France, qu'il n'y a pas de femmes qui sont invitées à faire des conférences, qu'il n'y a pas de femmes qui sont en avant-première des revues d'architecture, on n'y arrivera pas en fait. On n'arrivera pas à les convaincre, elles peuvent devenir architectes, qu'elles ont leur place. Voilà, elles peuvent monter leur agence. Donc voilà, moi cette parole que j'aimerais porter, c'est pour elles, pour ces jeunes. Voilà. J'ai l'impression, en effet, d'avoir bénéficié d'un système, et peut-être que le système est un peu plus dur en ce moment, du fait de cette promotion privée qui prend le dessus. Et la promotion privée a du mal à accepter de faire confiance aux jeunes pour un premier bâtiment. Ils ont besoin que ça aille vite, ça roule, qu'il n'y ait pas de questionnement, qu'il n'y ait pas d'innovation.
Donc, faut avoir les reins solides pour leur tenir tête à certains moments. Donc, une jeune agence est écartée d'office. Donc, Mhm. Alors, vous parliez de faut que ça aille vite. On va revenir à une problématique peut-être plus architecturale. Nicolas Michelin parlait des morceaux de sucre en parlant des intérêts, du foncier, etc., que l'architecte, lui, est obligé finalement d'empiler une proportionnalité de logements, en fait. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que moi, j'ai l'impression, en tout cas, que dans ce qu'on voit de votre production architecturale, vous avez une douceur, une écriture, vous arrivez à imposer quelque chose. Il se passe quelque chose dans votre architecture. Vous n'êtes pas dans le quadrangulaire pur et dur. Moi, je pense que tous les sujets que j'ai évoqués, qui sont des sujets qui partent de l'intérieur de l'habitat, comme de la relation du bâtiment à son quartier et à sa ville, tous ces sujets, quand on les assemble et quand ils sont bien traités et que la qualité est au rendez-vous, forment un tout homogène, compréhensible et acceptable par tous. Donc, je pense qu'on est dans une période très dangereuse où les labels et la recherche à tout prix de qualité environnementale qui nous sont dictés soit par les labels, soit par les BET environnementaux, sont en train de produire une architecture très compacte, massive, homogène, des boîtes à chaussures. Et j'en ai peur parce que même les meilleurs d'entre nous se glissent dans cette facilité à résoudre les questions et les contraintes majeures et multiples qui nous sont imposées. Et en plus de ça, on sait très bien qu'un bâtiment compact coûte moins cher. Donc en fait, on est en train de se retrouver dans des situations où on n'est pas loin de ce qu'on faisait dans les années 60, après-guerre, pour construire vite, moins cher. Ouais. Et sous couvert d'environnemental, on reproduit des logements collectifs qui sont mal vécus par leurs habitants. D'accord. Mais ça paraît d'ailleurs paradoxal que sous le couvert du développement durable, on impose des typologies qui sont en plus assez minérales, compactes. Alors, maintenant, on met des balcons, mais le balcon planté ne suffit pas, je pense. Ouais. Non, je pense qu'il faut avoir ce rapport au sol très fort, ce rapport au ciel, qui adresse le bâtiment à l'ensemble de son quartier. Il faut produire des logements qui puissent être, comme je le disais précédemment, identifiables depuis la rue, qu'on ne soit pas dans un espace collectif répétitif et où on est quelqu'un de lambda, anonyme. Je pense qu'on a besoin, en tant qu'habitant, de trouver cette identité au sein d'un bâtiment, cette identité propre à notre logement domestique au sein d'un bâtiment collectif. Comment vous imaginez le monde d'après ? Malheureusement, le monde d'après n'est pas exactement celui auquel on s'attendait après le confinement, puisque le monde d'après, c'est une expression qu'on a beaucoup utilisée à ce moment-là. On est dans des problématiques de coûts terribles avec des augmentations en construction de l'ordre de 15 à 20%. Je ne vois pas comment on va pouvoir créer de la qualité avec ce surcoût. Donc je pense qu'il faut qu'on ait collectivement un engagement à construire qualitatif en trouvant des économies là où on peut en trouver. Je pense que le foncier doit être acheté moins cher. C'est très important parce que c'est la base. C'est ce qui fait qu'après, on n'a plus assez pour la construction et les études. Il faut donner le temps aux gens qualifiés, équipe de maîtrise d'œuvre. Je parle d'équipe parce qu'il faut arrêter de penser que l'architecte travaille seul. On travaille avec des bureaux d'études fantastiques, des économistes, des paysagistes, même des bureaux d'études qui travaillent sur le réemploi. Et donc, ce travail collectif ne peut pas se faire dans des temps records qu'on nous impose aujourd'hui, c'est-à-dire faire un bâtiment en 1 mois pour un concours avec 6 interlocuteurs autour de la maîtrise d'œuvre, c'est impossible. Et considérer qu'un bâtiment peut être conçu en 1 mois et survivre 50 à 100 ans derrière n'a aucun sens. Donnons-nous le temps de faire les choses correctement. Et donc, c'est malheureusement pas ce qui prime aujourd'hui parce que le temps, c'est de l'argent. Et
Et je pense qu'on peut vraiment en pâtir dans les années à venir. On dit aujourd'hui qu'il ne faut pas démolir les bâtiments qui datent d'après-guerre. Il faut les réutiliser, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse être dans la même logique dans 50 ans avec nos propres bâtiments qu'on a créés. Parce que... Ils seront irrécupérables ? Il y a un problème d'évolutivité dans la structure. Le tout béton, y compris entre logements, a certes des qualités acoustiques, mais ne permet pas de créer des ponts entre deux logements. Voilà, on est sur des bâtiments de résidence étudiante avec des petites cellules. Qu'est-ce que ces bâtiments peuvent devenir plus tard ? Peut-être qu'on peut réfléchir à cette évolution. Transformer du logement en bureau, c'est plus compliqué. Transformer du bureau en logement, c'est beaucoup plus facile. Ça, on sent que c'est des problématiques qui intéressent plus les bailleurs et les promoteurs. En tous les cas, le monde d'après, c'est à mon avis un travail très collectif sur quel patrimoine on veut laisser aux générations futures. Un patrimoine qui est de la qualité d'habitat, qualité de vie et d'usage, de la qualité de pérennité des façades, qu'on ne soit pas obligé de démolir ces façades ou ces bâtiments dans 50 ans. Et malheureusement, la notion d'isolant extérieur pose un vrai souci de qualité. C'est que c'est fantastique pour l'environnemental, c'est fantastique pour la gestion des ponts thermiques. Maintenant, on a un problème de vêture et d'enveloppe qui n'est pas pérenne. Donc moi, c'est pour ça que je travaille énormément la céramique, le béton préfabriqué, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà, ça c'est des données, je pense qu'il faut qu'on soit dans le même bateau et qu'on ne soit pas les uns contre les autres. Et qu'on nous laisse le temps de faire les choses comme il faut. Le temps au temps. Le temps au temps. Avec vos étudiants, est-ce que vous sentez une confrontation assez forte ? Parce qu'il semblerait que la jeune génération exprime... oui, les jeunes sont vifs envers leurs aînés, par rapport à l'état de ce qu'on leur laisse. C'est assez intéressant d'être confronté à ces jeunes qui ont besoin de trouver un sens à leurs études et à leur futur métier. Ça me paraît essentiel. Maintenant, il faut arriver à ce que ce sens ne devienne pas une idéologie. Et donc, quand on parle de construire en bois, pour construire en bois, ça n'a pas de sens si le bois vient de contrées lointaines. Si on fustige le béton, même s'il est préfabriqué, alors qu'il est préfabriqué à Angers, à quelques kilomètres en quelque sorte de Paris, on considère que c'est pas du circuit court. Non, c'est le circuit court, pour moi, c'est l'Europe. Et je suis très contente, quelque part, même si ça nous donne 20% en plus dans les coûts de construction, je suis quand même assez contente de ce qui se passe du point de vue de la mondialisation. C'est qu'on va être obligé de compter sur nous-mêmes, on va être obligé d'avoir des filières bois qui vont se développer. Mais il faut avoir conscience que le circuit court, c'est pas à 10 km de là. Le circuit court, c'est l'Europe pour moi. Donc ça, c'est une première chose. Donc j'essaie de leur faire comprendre ça. Et ensuite, le participatif, c'est quelque chose qui les intéresse énormément. Je pense qu'il y a plusieurs manières que la parole de l'habitant soit intégrée au projet. Maintenant, faire du bâtiment collectif en participatif, c'est éreintant. C'est forcément, quand on est jeune, c'est quelque chose qui est enthousiasmant, mais on peut malheureusement pas le faire sur plusieurs années. En tous les cas, pas de la façon dont c'est rémunéré par rapport à l'investissement qui est donné. Donc ça, c'est des données, c'est des éléments d'engagement que les jeunes ont vraiment, c'est construire bas carbone, circuit court, construire participatif. Réemploi aussi. Réemploi, ça, je trouve ça fantastique. Le réemploi, ça fait des années qu'on en parle à l'agence et qu'on n'arrive pas parce que les fiches techniques ne sont pas validées par les bureaux de contrôle. En tous les cas, c'est fantastique ce qui arrive, mais il faut que ce soit fait avec bonne intelligence et avec un peu moins d'idéologie pour qu'on puisse parvenir à faire évoluer les choses. Ouais, je pense qu'il faut s'adoucir un petit peu pour trouver la bonne recette. D'autant que tout ce qui est déjà là, il faudra aussi
l'entretenir, le réhabiliter, donc le comprendre déjà à la base. Mhm. Quel conseil donnez-vous à vos étudiants en architecture aujourd'hui? Ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'exercer le métier. On focalise beaucoup sur les agences, signer en son nom propre un bâtiment. Voilà, l'activité salariale est aussi fantastique parce qu'elle n'a pas tous les désagréments de l'administratif. J'aimerais bien redevenir salarié et ne faire que dessiner. Être architecte en amont d'une opération, dans la maîtrise d'ouvrage, c'est fantastique aussi parce qu'on sait qu'un beau projet architectural, il démarre de très bonnes bases urbaines et de programmatique, va avoir le loisir de se développer correctement. Donc il faut essaimer partout, chez les promoteurs, dans les collectivités locales. Il faut que l'architecture déploie ses métiers, les métiers de recherche, en laboratoire, d'analyse, d'histoire autour de l'architecture et de communication. Ce que vous faites est fantastique. Il faut communiquer auprès du grand public, c'est essentiel. On essaie. D'abord racontant une histoire humaine, parce que de toute façon, on est là les uns pour les autres. Et je crois que l'architecte a aussi un problème d'image. Et aujourd'hui, et alors qu'il a un métier très, très riche, très complet, que dans la majorité des cas, il est de très bonne foi et il œuvre toute sa vie avec justement passion, beaucoup d'énergie, parce que c'est aussi un métier pas facile, avec des responsabilités énormes. Oui, ce qui est important de dire, je pense, c'est qu'on a vraiment cet esprit de servir le service public, de servir l'architecture en tant que patrimoine Ouais. pour tous. Il faut le savoir, sur des bâtiments de grande ampleur, on est sur 4 à 5 ans d'investissement et on est souvent toujours là alors que les équipes changent face à nous. On est très investi et on a cette notion de travailler pour la collectivité. Mm. C'est très fort. Je pense que c'est dans notre ADN depuis nos études. Il y a un conseil que j'aimerais donner aux jeunes agences, c'est que il faut pas abandonner le chantier. Parce que tout se joue à ce moment-là, c'est-à-dire une compréhension de la contrainte économique, une compréhension de comment construisent et sont mis en œuvre les matériaux par les entreprises et essayer de faire un pas vers elles. C'est très important. Donc le chantier, il faut le conserver. Dans mon agence, on est organisé pour que ceux qui dessinent et conçoivent le projet le suivent derrière en chantier. C'est très important qu'il soit pluridisciplinaire, qu'il puisse vraiment être à la fois les bottes dans la boue et la tête dans la réflexion sur l'habité, sur l'usage et sur les matériaux. Donc en fait, on a cette particularité de suivre un projet pour chaque chef de projet pendant 4-5 ans. Il y a une vraie mémoire de projet qui s'instaure. Bon, est-ce que un mot de la fin, le fameux mot de la fin, une ouverture sur le futur? Une ouverture sur le futur. Moi, j'aimerais que la densité soit pas condamnée à chaque fois. Que je pense qu'il faut continuer à construire dense dans les lieux qui le méritent, qui sont desservis par les transports et dans des zones de métropole et de urbaines denses. Voilà, attention à ne pas repartir dans le tout pavillonnaire, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui continuer à dépenser nos surfaces de pleine terre et nos surfaces agricoles. Voilà, c'est-à-dire la ministre qui récemment s'est prononcée sur, je crois qu'elle a été maladroite dans sa manière de l'exprimer, mais c'est plus l'étalement urbain dont elle voulait parler plutôt que la typologie de la maison qui quand même fait rêver la majorité des gens. Je crois qu'on est 80% des Français rêvent de maisons individuelles. Exactement, donc on ne peut pas empêcher les gens de rêver quand même. Non. Mais apporter les qualités de la maison individuelle au sein d'un logement, ça c'est ce qui m'intéresse. Ouais. Bien écoutez, on est impatients de découvrir les prochains projets qui sortiront de votre agence. On est sur des projets en bois, des projets en pierre massive. On a
On a vraiment été sollicités pour de très beaux projets. En pierre massive, vous travaillez avec qui? On travaille avec Verekia c'est ça. et Visten. Ouais. D'accord. Bon, ce sont des promoteurs ouverts et agiles. Ouais. Merci beaucoup, Ingrid Taillandier, pour votre témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. N'oubliez pas le numéro en anglais d'ici là. Et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast, COMDARCHI podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.